À Strasbourg, une mère a pris une décision silencieuse qui allait bouleverser sa vie. Face aux médecins et aux protocoles, elle a refusé les soins médicaux par conviction religieuse. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait d'esclandre. Elle n'a pas tenté de fuir l'hôpital ni de se cacher des autorités. Elle a simplement dit non, calmement, assumant pleinement son rôle de mère. Peu après, un événement inattendu s'est produit. Les services sociaux ont frappé à sa porte. Ce refus, qui, jusque-là semblait un droit, a commencé à susciter la suspicion. Dès lors, sa foi, sa maternité et ses intentions ont été remises en question. Ce qui paraissait être une décision intime est devenu une affaire officielle. Mais la suite a déclenché un débat qui a divisé médecins, autorités et familles entières, bien au-delà des limites de cette chambre d'hôpital. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Strasbourg s'éveillait lentement ce matin-là. Non pas la ville des cartes postales, avec ses ponts fleuris ou ses touristes photographiant les vieilles façades, mais le vrai Strasbourg, froid, gris, fonctionnel. Le ciel lourd semblait peser sur les immeubles, et le vent glacial incitait les gens à accélérer le pas, emmitouflés dans leurs manteaux. L'hôpital public était déjà en pleine effervescence avant même que le soleil ne soit complètement couché. Les portes automatiques s'ouvraient et se fermaient d'un rythme mécanique, comme pour rythmer une routine qui n'attend personne. À l'intérieur, les longs couloirs étaient baignés d'une lumière blanche et impersonnelle. Une forte odeur de désinfectant se mêlait au bruit lointain de chariots métalliques, de pas pressés et de conversations à voix basse entre les soignants. C'était un lieu où tout semblait organisé pour fonctionner, non pour apporter du réconfort. Les murs pâles, presque incolores, absorbaient les voix et ne renvoyaient que des échos froids. Là, chaque minute comptait, chaque geste obéissait à un protocole. Chaque décision semblait prise avant même le moindre échange. La mère descendait le couloir, serrant la main de son fils. Son sac, simple et déjà un peu usé, la fermeture éclair grinçait légèrement à chaque mouvement. À l'intérieur, des papiers pliés et froissés témoignaient de nuits blanches et d'un rythme de vie effréné. Elle les serrait contre elle, comme un fragile bouclier, la seule chose concrète qui lui restait à cet instant. Son fils marchait à ses côtés en silence, observant tout d'un œil attentif, essayant de déchiffrer un monde qui lui paraissait trop vaste. Le visage de la mère était tendu. Ce n'était pas de la panique, mais une inquiétude profonde et silencieuse, de celle qui vous oppresse la poitrine et vous empêche de respirer. Ses pas étaient assurés, mais son corps trahissait le poids qu'elle portait en elle. Elle connaissait déjà cet hôpital. Elle savait où aller, où attendre, connaissait la procédure. Pourtant, ce matin-là, tout semblait différent. Il y avait quelque chose dans l'air qui détonnait avec un simple rendez-vous médical. Ils traversèrent des salles d'attente où d'autres familles patientaient, certaines absorbées par leur téléphone portable, d'autres le regard vide, rivés au sol. Des enfants jouaient, insouciants de la gravité de la situation, tandis que les adultes s'efforçaient de garder les apparences. Des médecins arpentaient le couloir, dossiers à la main, des infirmières échangeaient des informations rapidement, presque machinalement. Tout semblait fonctionner comme d'habitude. Et pourtant, pour cette mère, rien n'était normal. Elle resta assise quelques minutes contre le mur, sur une chaise en plastique froid et dur. Son fils s'installa à ses côtés. Elle ajusta son manteau, caressa doucement ses cheveux, comme elle le faisait depuis sa plus tendre enfance. Le geste était simple, presque instinctif, mais empreint d'une protection silencieuse. Dans ce contact, il y avait plus que de l'affection. Il y avait la promesse tacite qu'elle ferait tout son possible pour le défendre, même sans savoir précisément de quoi. Quand on appela son nom, elle se leva d'un bond. Son cœur battait la chamade. Le bureau était petit, bien rangé, d'une propreté presque impersonnelle. La conversation commença sur un ton technique, très professionnel. Des termes médicaux, des explications rapides, des mots qui semblaient récités par cœur. Elle écoutait attentivement, hochait la tête, posait des questions précises. Elle n'interrompait pas, elle ne contestait pas. Elle s'efforçait de comprendre chaque détail, chaque conséquence. L'atmosphère restait routinière, une consultation comme tant d'autres. Mais une ligne invisible existait dans ce lieu, une ligne qui séparait la procédure habituelle des convictions personnelles, une ligne que, jusqu'à cet instant, personne ne semblait disposé à franchir. La mère le sentit, avant même que le moindre mot ne soit prononcé. Quelque chose en elle se refermait, comme un avertissement silencieux. Elle prit une profonde inspiration,
serra les documents plus fort encore et regarda de nouveau son fils. L'hôpital continuait de fonctionner autour d'elle, indifférent, comme si rien n'allait changer. À l'extérieur du bureau, le couloir suivait son cours habituel. Des gens passaient, des voix résonnaient, des portes s'ouvraient. Personne ne se doutait qu'à l'intérieur de cette pièce, une décision sur le point d'être prise allait bouleverser le cours de cette histoire. Pour l'hôpital, c'était une journée comme les autres. Pour cette mère, c'était le début d'une épreuve qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'atmosphère de la routine médicale régnait encore. Protocole, horaire, procédure. Tout semblait suivre un scénario prévisible. Mais un seul choix, un simple non, prononcé calmement, suffirait à transformer ce matin froid de Strasbourg, d'un rendez-vous comme un autre, en le début d'une confrontation silencieuse, entre la foi, la maternité et l'autorité. Elle n'était pas une personnalité connue, absente des réseaux sociaux, elle n'animait aucun groupe, ne prononçait aucun discours. C'était une mère comme les autres, de celles qu'on croise incognito dans la rue, dans le bus, à la caisse du supermarché. Sa vie était simple, construite au quotidien, au gré des incertitudes. Elle vivait dans un quartier modeste de Strasbourg, loin des immeubles élégants du centre historique, au rythme d'une routine rythmée, par des horaires serrés et des responsabilités constantes. Chaque journée commençait tôt. Travail, école, tâches ménagères, factures à payer. Pas de luxe, rien de superflu. Son salaire couvrait à peine le loyer, la nourriture et les dépenses essentielles de ses enfants. Elle savait faire des choix difficiles. Avec le temps, elle avait appris à toujours faire passer leurs besoins avant les siens. S'acheter de nouveaux vêtements pouvait attendre. Un café au restaurant était un luxe. Chaque décision était calculée, non par ambition, mais par nécessité. Elle ne vivait pas coupée du monde. Elle avait des collègues, des voisins et quelques amitiés discrètes. Elle saluait les gens, leur rendait service quand elle le pouvait et acceptait l'aide dont elle avait besoin. Il n'y avait en elle aucune trace de radicalisme. Elle ne parlait pas haut et fort de ses convictions. Elle ne cherchait à convaincre personne. Sa foi n'était ni un étendard, ni un instrument de confrontation. C'était quelque chose d'intime, de silencieux, gardé entre les murs de sa maison et son cœur. Chez elle, la foi se manifestait par de petits gestes, une courte prière, avant de s'endormir, un moment de silence, quand tout lui paraissait insurmontable, un verset griffonné sur un bout de papier plié, rangé dans un tiroir de la cuisine. Pas de rituel public, pas d'obligation. C'est là, à l'abri des regards, qu'elle puisait la force de continuer quand la fatigue semblait insupportable. Être mère, pour elle, n'a jamais été qu'un simple rôle social. C'était une responsabilité profonde, presque viscérale. Elle ressentait chaque inquiétude, chaque peur concernant ses enfants dans son corps. Quand l'un d'eux tombait malade, c'était comme si le monde s'arrêtait. Quand il pleurait, quelque chose en elle se serrait. Elle avait appris très tôt que protéger ne se limitait pas à nourrir et habiller, mais impliquait aussi de prendre des décisions, même les plus difficiles. Tout au long de sa vie, elle a souvent dû faire des choix que les autres ne comprenaient pas. Dire non quand tout le monde attendait oui. Attendre quand le monde exigeait la hâte. Faire confiance à sa conscience quand les voix autour d'elle tentèrent de lui imposer des certitudes toutes faites. Elle savait qu'elle ne serait pas toujours comprise, et elle l'acceptait. Car, au fond d'elle, elle croyait qu'être mère, c'était aussi accepter la solitude des décisions difficiles. Au travail, elle était perçue comme une personne intègre, ponctuelle, elle accomplissait ses tâches et évitait les conflits. Elle n'était jamais absente sans raison et ne se plaignait jamais inutilement. Elle faisait partie de ces personnes qui, pendant des années, font tout correctement et restent pourtant dans l'ombre. Elle n'a jamais recherché la reconnaissance. Elle aspirait simplement à une stabilité suffisante pour élever ses enfants dignement. Elle connaissait aussi le poids du jugement, des regards furtifs, des remarques voilées, des opinions non exprimées. Je l'avais déjà ressenti, dans d'autres situations. Alors, il avait appris à se replier sur lui-même, à ne pas trop s'expliquer, à ne pas tout justifier. Je savais que, pour certains, aucune explication ne suffirait. Malgré tout, je restais ferme, guidée par ce que je croyais juste. Sa foi ne l'a pas éloignée de la réalité. Au contraire, c'est précisément ce qui l'a maintenue ancrée dans la réalité durant les moments les plus difficiles. Elle ne promettait ni miracle, facile ni solution miracle. Elle offrait seulement l'essentiel, la certitude qu'agir en pleine conscience vaut mieux que de plaire à tout le monde, que protéger un enfant peut exiger un courage silencieux, celui que personne n'applaudit. Lorsqu'elle entra dans cet hôpital avec son fils,
Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait fatiguée, inquiète, humaine. Elle portait en elle toute une histoire invisible, bâtie loin des débats publics, loin des gros titres. Une histoire de travail, d'attention et d'une foi discrète. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire de son mieux pour son fils, comme elle l'avait toujours fait. Elle n'aurait jamais imaginé que cette décision, prise selon le même principe qui avait guidé toute sa vie, serait interprétée comme une menace. Pour elle, c'était simplement un autre moment où être mère signifiait protéger, même quand personne ne comprend, même quand le monde entier semble la regarder avec suspicion. Le fils était assis sur la civière, les jambes légèrement pendantes, observant les alentours avec la curiosité contenue de quelqu'un qui s'efforce de paraître plus fort qu'il ne l'est. Il n'était plus un bébé, mais pas encore un adulte. Il était à cet âge où le corps commence à se transformer, mais la protection de sa mère demeurait sa principale source de sécurité. Il comprenait qu'il se passait quelque chose d'important, même sans saisir tous les termes employés autour de lui. La procédure avait été présentée comme standard. Une de ces pratiques médicales qui s'intègrent presque automatiquement au protocole, répétées quotidiennement dans les hôpitaux de ce type. Les professionnels s'exprimaient naturellement, comme s'ils décrivaient une chose simple, routinière, ne laissant aucune place à l'interrogation. Pour eux, cela faisait partie du flux normal des soins, une chose rarement refusée. La situation clinique était délicate, mais il n'y avait pas d'urgence immédiate. Il ne s'agissait pas d'une affection critique, ni d'une intervention à réaliser sur le champ pour éviter un risque de décès imminent. On avait le temps d'expliquer, d'évaluer les alternatives, de discuter. Malgré tout, le ton de la conversation laissait transparaître une pression sous-jacente, comme si la voie était déjà tracée et que tout écart serait perçu comme un problème. Le bureau paraissait trop petit pour la tension qui y régnait. La lumière blanche et crue soulignait chaque détail de la pièce, rendant tout excessivement net. Les bruits, lointains provenant des couloirs, contrastaient avec le silence pesant qui y régnait. Le médecin expliquait les choses lentement, mais sans émotion. Il parlait de pourcentages, de risques calculés, de procédures établies. Il utilisait un vocabulaire technique qui, aux oreilles de la mère, sonnait froid, presque déshumanisant. Elle écoutait tout avec une attention absolue. Elle n'interrompait pas. Elle ne manifestait aucune résistance immédiate. Elle gardait les yeux rivés sur le professionnel, s'efforçant d'absorber chaque information, chaque nuance. De temps à autre, elle regardait son fils, comme pour chercher une confirmation silencieuse qu'elle avait tout compris. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, serrées l'une contre l'autre, trahissant la tension qu'elle tentait de dissimuler. Le fils sentait l'atmosphère. Il regardait tantôt sa mère, tantôt le médecin. Il avait le sentiment que cette conversation était inhabituelle. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont les mots étaient prononcés, dans le comportement des adultes. Il ne posa aucune question. Il resta silencieux, peut-être instinctivement, peut-être par confiance. Il était persuadé que, d'une manière ou d'une autre, sa mère saurait quoi faire. Au fil des explications, la mère commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une décision médicale. Un conflit s'était installé entre ce qui était considéré comme techniquement correct et ce qui touchait à ses convictions les plus profondes. Elle comprenait les arguments présentés. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les professionnels n'agissaient pas par malveillance. Mais elle savait aussi que ce choix ne pouvait être fait à la légère. L'atmosphère dans le cabinet du médecin se tendit. Il n'y eut pas de confrontation ouverte, mais l'appréhension était palpable. Le médecin attendait l'autorisation. L'infirmière observait en silence. Le temps sembla suspendu. On aurait dit que chacun s'attendait à ce que la mère acquiesce sans broncher, comme tant d'autres, suivant le scénario convenu. Elle prit une profonde inspiration. Il sentit le poids de la responsabilité se concentrer dans sa poitrine. Ce n'était pas simplement une signature sur un formulaire. C'était une décision concernant le corps de son fils, sa conscience et son avenir. Il savait que chaque choix aurait des conséquences. Il savait qu'à cet instant, dire oui serait plus facile. Mais il savait aussi que dire oui signifierait aller à l'encontre de quelque chose qu'il portait en lui depuis des années. Pour autant, elle n'a pas réagi impulsivement. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a accusé personne. Elle a simplement continué d'écouter jusqu'au bout. Elle voulait être sûre de bien comprendre tous les détails avant de prendre position. Elle voulait montrer que son refus final ne serait pas dû à l'ignorance, mais à la réflexion, qu'il ne s'agissait pas d'un acte de négligence, mais de bienveillance. Le médecin termina son explication et posa la question attendue d'un ton neutre, presque mécanique. Le silence qui suivit fut bref, mais intense. La mère regarda une dernière fois son fils.
Elle voyait en lui non seulement le patient assis en face d'elle, mais aussi l'enfant qui avait appris à marcher, le garçon qu'elle avait protégé de tant de manières tout au long de sa vie. Cette image était plus éloquente que n'importe quel argument technique. À cet instant précis, le cabinet du médecin cessa d'être un simple lieu médical. Il devint le théâtre d'une décision qui transcendait la médecine et touchait directement à l'essence même de la maternité. Et, sans même avoir encore prononcé sa réponse, elle sentait déjà que ce moment marquerait un tournant décisif, non seulement pour elle et son enfant, mais pour tout ce qui allait suivre. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. Ce n'était ni un geste théâtral, ni une pause dramatique. C'était le genre d'inspiration que l'on prend lorsqu'on sait qu'on est sur le point de dire quelque chose qui va changer le cours de la conversation. Son regard restait fixe, mais sa voix était basse, maîtrisée, presque prudente. Elle a dit qu'elle n'avait pas autorisé l'intervention, tout simplement, sans détour, sans accusation. Il n'y eut ni cri, ni indignation. Elle ne remit pas en question la compétence des médecins, n'insinua aucune mauvaise intention, et ne transforma pas ce moment en confrontation. Elle expliqua, en quelques mots, que son refus découlait d'une profonde conviction religieuse. Elle affirma que cette décision n'était pas motivée par la peur, ni par la désinformation, mais par la conscience. Elle parlait comme quelqu'un qui avait longuement réfléchi avant d'arriver sur place. Le médecin la regarda quelques secondes, comme pour vérifier s'il avait bien compris. Cette réaction était inhabituelle. L'infirmière détourna le regard un instant, puis se remit à observer la scène avec une attention renouvelée. La mère continua de parler, sans élever la voix, sans se justifier plus que nécessaire. Il répéta qu'il comprenait la procédure, qu'il avait bien entendu toutes les explications, mais que, malgré cela, il ne pouvait pas l'autoriser. Elle n'a accusé l'hôpital de rien. Elle n'a pas employé de mots comme abus, violence ou imposition. Elle n'a pas instrumentalisé sa foi. Au contraire, elle a tenu à exprimer son respect pour le travail du personnel et sa reconnaissance des soins prodigués à son fils. Mais il y avait une limite qu'elle ne pouvait franchir. Une limite intérieure, invisible aux yeux des autres, mais non négociable pour elle. Ensuite, elle a demandé d'autres solutions. Elle s'est renseignée sur l'existence d'une autre voie possible, d'un autre traitement, d'une autre approche, qui ne soit pas en contradiction directe avec ses convictions. Elle n'a pas exigé de solution immédiate. Elle a demandé du temps. Elle a demandé un espace pour réfléchir, prier, parler calmement. Elle a demandé ce que toute mère demande lorsqu'elle sent qu'une décision ne peut être prise à la hâte. Le silence qui régnait dans la pièce était unique. Ce n'était ni le silence rassurant d'une compréhension mutuelle, ni le silence professionnel de quelqu'un qui prend des notes. C'était un silence lourd, pesant, presque gênant. Le genre de silence qui survient lorsqu'un événement imprévu se produit, lorsqu'un rouage de la machine dysfonctionne. Le médecin croisa lentement les bras. L'infirmière serra plus fort son bloc-notes. Personne ne répondit immédiatement. La pièce sembla s'être rétrécie. La lumière blanche, autrefois neutre, paraissait désormais plus crue. L'air était devenu lourd, difficile à pénétrer. La mère resta assise, les mains posées sur ses genoux, immobile, attendant une réponse qui ne vint pas. Le fils observait la scène en silence. Il ne comprenait pas tout à fait les mots, mais il sentait la tension. Il pressentait que quelque chose de grave se passait. Il regarda sa mère avec un mélange de confiance et de crainte. Elle, à son tour, lui lança un regard rapide, presque imperceptible, comme pour dire sans un mot « Je suis là, je prends soin de toi ». Quand enfin quelqu'un prit la parole, sa voix était trop contrôlée, trop formelle. Il n'y avait aucune chaleur, mais aucune confrontation directe non plus. Juste un refus froid et péremptoire, comme si cet instant humain devait être rapidement transformé en document. La conversation se mit à tourner autour des formulaires, des protocoles, des obligations légales. La dimension personnelle semblait avoir été reléguée au second plan. Malgré tout, la mère resta inflexible. Elle ne céda pas. Elle ne s'excusa pas de sa foi. Elle ne chercha pas à adoucir sa décision pour la rendre plus acceptable. Elle savait qu'à cet instant précis, la moindre hésitation pourrait être interprétée comme une faiblesse, et elle n'était pas là pour négocier avec sa conscience. Elle était là pour protéger son fils, comme elle l'estimait juste. Le silence retomba une fois tout consigné par écrit. Un silence encore plus profond, chargé d'un poids indéfinissable. La mère comprit que ce non dépassait le cadre du cabinet médical, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un refus de décision médicale. C'était un geste qui brisait une norme institutionnelle, celle de l'obéissance aveugle. Elle se leva lentement lorsque la conversation prit fin. Elle les remercia poliment pour leur service.
aucune réaction chaleureuse. Seulement des hochements de tête. Retenue. En quittant la pièce, elle sentit le poids du regard des professionnels sur elle. Non pas de la haine, mais un avertissement, comme si quelque chose s'était déclenché en silence. Dans le couloir, l'hôpital continuait de fonctionner comme d'habitude. Des gens passaient, des portes s'ouvraient, des voix résonnaient. Personne ne semblait remarquer qu'à l'intérieur de cette salle de consultation, une limite invisible avait été franchie. Pour la mère, cependant, c'était clair. Cet instant n'allait pas s'arrêter là. Le silence qui s'installa dans la pièce n'était pas la fin de la conversation. C'était le début de quelque chose de bien plus important. En quittant le cabinet du médecin, elle se sentait lourde, comme si elle venait de traverser une épreuve bien plus importante qu'une simple consultation médicale. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas un simple refus formel. C'était un choix éthique, fait en toute conscience. Tandis qu'elle marchait dans le couloir, son fils, à ses côtés, elle se répétait la phrase qui l'accompagnait depuis le début de cette décision. « Je suis responsable de lui, pas l'hôpital, pas l'État, pas un quelconque protocole impersonnel. Elle, cette responsabilité n'était pas théorique, elle était concrète, quotidienne, forgée au fil d'années de soins discrets. C'était elle qui se levait en pleine nuit lorsqu'il avait de la fièvre. C'était elle qui gérait les factures pour qu'il ait à manger et soit scolarisé. C'était elle qui le protégeait, des dangers visibles et invisibles. Et à cet instant précis, elle sentait que protéger signifiait dire non, même en sachant que ce non pourrait lui coûter très cher. De retour au bureau administratif pour officialiser sa décision, il n'hésita pas. Il lut attentivement les documents, malgré les petits caractères et le jargon juridique complexe. Il posa toutes les questions nécessaires. Il confirma qu'il signait un refus conscient et volontaire, en acceptant les conséquences. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il tenait le stylo, non par doute, mais sous le poids de son geste. Pourtant, il signa. Elle n'a pas cherché à disparaître ensuite. Elle n'a pas quitté l'hôpital en courant. Elle n'a pas changé d'adresse. Elle est restée joignable. Elle a tenu ses informations à jour, a répondu aux questions nécessaires et s'est rendue disponible pour un suivi. Elle n'avait aucune intention de se dérober à ses responsabilités. Au contraire, elle était convaincue que prendre cette décision impliquait d'être présente pour tout ce qui allait suivre. En se dirigeant vers la sortie, elle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. Soulagement d'avoir suivi sa conscience, inquiétude face à l'inconnu. Mais, à cet instant précis, elle choisit de faire confiance au système, de croire que refuser n'est pas abandonner, que la foi n'est pas de la négligence, que protéger n'est pas attaquer. Sur le chemin du retour, le fils resta silencieux. Il regardait par la fenêtre du bus, observant la ville défiler, sans poser de questions. Peut-être sentait-il que sa mère avait besoin de ce silence. Elle, de son côté, observa leur reflet dans la vitre et songea à la solitude que requiert la maternité. Des décisions qui échappent à toute convention, des décisions que personne n'applaudit. Elle était profondément convaincue de protéger son fils non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Pour elle, ces deux dimensions étaient indissociables. Prendre soin du corps, sans trahir sa conscience, relevait d'un même engagement. Elle n'y voyait aucune contradiction, mais une cohérence. Une cohérence que le monde refusait peut-être d'admettre, mais qu'elle ne pouvait renier. De retour chez elle, elle tenta de reprendre ses habitudes. Elle prépara un repas simple. Elle vérifia les devoirs de son fils. Elle prépara son sac pour le lendemain. Tout semblait identique, mais rien ne l'était vraiment. Pourtant, elle était persuadée que l'affaire était close, que l'hôpital enregistrerait le refus et passerait à autre chose, que cet épisode resterait confiné au dossier médical. Avant de s'endormir, elle murmura une courte prière. Elle ne demandait pas à être épargnée des conséquences. Elle demandait seulement la force de continuer à être une mère sincère. Elle demandait la sagesse de protéger sans endurcir son cœur. Elle demandait la paix d'accepter ce qui viendrait, quel qu'en soit le résultat. Ce soir-là, elle s'endormit, avec la conviction d'avoir fait son devoir, d'avoir accompli sa mission, et que le monde reprendrait son cours normal le lendemain. Elle ignorait que, pendant qu'elle tentait de se reposer, sa décision était déjà interprétée autrement. Elle n'imaginait pas que, derrière sa conscience tranquille, les rouages de l'institution se mettaient en branle. Pour elle, à cet instant précis, tout semblait réglé. La décision était prise, la responsabilité assumée, la signature apposée. Elle croyait sincèrement que l'affaire était close. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange normalité. La routine reprit ses droits, comme si l'épisode à l'hôpital avait été relégué aux oubliettes, au même titre que les autres épreuves de la vie. Le travail, les études,
les obligations. La mère s'efforçait de se convaincre que tout était rentré dans l'ordre. Après tout, elle avait suivi les procédures, signé l'autorisation de refus, assumé ses responsabilités. Elle n'avait pas disparu. Elle n'avait rien caché. Pour elle, cela signifiait la transparence. Puis, le climat a changé. Ce n'était ni un coup de fil amical, ni une invitation à un échange informel. C'était un contact officiel, froid et impersonnel. Le message, formulé avec soin, était empreint d'un poids impossible à ignorer. Suivi, évaluation, besoin de vérification. Le langage employé n'inspirait pas le dialogue, mais la suspicion. Peu après, le second contact eut lieu. Plus direct, plus froid. Des termes commencèrent à être répétés avec insistance. Risque, protection de l'enfance, procédure obligatoire. Des mots qui, jusque-là, n'appartenaient qu'à de lointains rapports, commencèrent à s'immiscer dans sa vie. Le refus qu'elle considérait comme un droit se transforma en un sujet d'enquête. L'intervention des services sociaux s'est faite comme une intrusion silencieuse. Aucune accusation explicite, mais aucune acceptation non plus. Les travailleurs sociaux se présentaient avec un professionnalisme irréprochable, leurs carnets à la main et leurs questions préparées. Tout était fait pour le bien de l'enfant, répétaient-ils, mais leur ton ne laissait aucune place à la confiance. Chaque réponse semblait évaluée, mesurée, interprétée. Ils voulaient comprendre pourquoi elle avait refusé l'intervention. Ils voulaient savoir si sa décision était la sienne seule ou si elle avait été influencée par d'autres. Ils l'ont interrogée sur sa foi, ses habitudes, sa façon d'élever son fils. Des questions qui, prises isolément, pouvaient apparaître normales, mais ensemble, elles dressaient un tableau inquiétant. Sa maternité était passée au crible. Le refus, auparavant considéré comme une décision consciente, était désormais qualifié autrement. On le traitait comme une négligence potentielle, comme si se protéger selon sa conscience était automatiquement un signe de danger. La mère sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement la peur d'une punition, c'était aussi la peur d'être mal comprise, de voir ses intentions déformées. Les travailleurs sociaux parlaient de procédures obligatoires, de protocoles de sécurité. Ils utilisaient un jargon technique qui semblait dénuer toute dimension humaine à l'affaire. On a peu parlé du contexte. On a peu parlé de l'absence d'urgence immédiate. L'accent était mis sur le refus lui-même, sur le fait qu'elle avait dit non. Elle tenta de s'expliquer à nouveau. Elle affirma n'avoir commis aucune négligence, n'avoir ignoré aucun avis médical, n'avoir mis son fils en danger. Elle parla de sa foi, de sa conscience, de sa responsabilité maternelle. Elle parlait calmement, sans élever la voix, comme toujours. Mais elle sentait ses mots se heurter à une surface déjà imperméable. Le regard des professionnels était attentif, mais distant. Il n'y avait pas d'hostilité manifeste, mais pas d'empathie non plus. C'était comme si, à partir de cet instant, elle devait prouver quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru devoir prouver, qu'elle aimait son fils, qu'elle prenait soin de lui, qu'elle ne représentait pas une menace. La présence des services sociaux a complètement transformé l'atmosphère. La maison, jadis un refuge, est devenue un lieu d'observation. Le quotidien, autrefois simple, s'est chargé d'un poids constant. Chaque décision semblait sujette à interprétation. Chaque geste, potentiellement suspect. La mère pesait ses mots, maîtrisait ses émotions et anticipait les questions. Ce refus n'était plus un simple choix médical. Il était devenu un signal d'alarme, un avertissement pour un système qui privilégie les réponses standardisées aux décisions conscientes. Pour ce système, sa foi n'était pas qu'une conviction personnelle, mais un facteur de risque. Elle comprit, avec une lucidité douloureuse, que quelque chose s'était brisé. La confiance. L'idée qu'agir en toute transparence suffirait. La conviction que le dialogue suffirait. Désormais, un processus était en marche. Un processus qui interrogeait non seulement ce qui s'était passé, mais aussi qui elle était. Cette nuit-là, le silence dans la maison était différent, plus pesant. Son fils dormait paisiblement, inconscient de la tempête invisible qui grondait autour d'eux. Elle l'observa quelques minutes, s'efforçant de mémoriser chaque détail, chaque respiration. Elle ressentit une peur qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Non pas la peur de se tromper, mais la peur d'être jugée pour avoir fait ce qu'elle croyait juste. Quelques jours auparavant, elle pensait que tout s'était arrêté à une signature. À présent, elle comprenait que ce n'était que le début. L'intervention des services sociaux lui avait clairement fait comprendre que, au-delà de la médecine, sa maternité était remise en question, et son refus, né de sa foi et de son amour pour elle, s'était mué en suspicion officielle. La pression ne s'est pas installée d'un coup. Elle s'est insidieusement installée,
comme un poids constant qui ne laisse aucun répit. D'abord, de nouvelles visites, puis des appels téléphoniques fréquents. Ensuite, de longs questionnaires répétitifs, remplis de questions qui semblaient interminables. Chaque réponse engendrait un nouveau doute. Chaque explication nécessitait des éclaircissements. Des rapports étaient évoqués, rédigés, transmis. Tout semblait suivre son propre rythme, indifférent à l'impact que cela avait sur cette maison. La mère vivait désormais dans un état d'alerte permanent. Le simple son de l'interphone faisait battre son cœur à tout rompre. La sonnerie du téléphone n'avait plus rien d'anodin. Elle annonçait toujours une mauvaise nouvelle. Elle se mit à classer les papiers, à conserver les reçus, à relire les anciens messages, comme si elle devait sans cesse prouver qu'elle était une bonne mère. Ce qui n'avait jamais été remis en question auparavant lui paraissait désormais fragile, sous le feu des projecteurs. La peur est devenue réelle, non plus abstraite, non plus exagérée. Une peur concrète, présente à table, qui l'accompagne même dans le bain, qui l'empêche de dormir. La peur de perdre la garde de son enfant, la peur que quelqu'un qui ignore tout de son histoire, de ses nuits blanches, de ses sacrifices, puisse décider qu'elle est incapable de s'en occuper. La peur qu'une décision prise en toute conscience soit utilisée contre elle. Elle ressentait aussi le poids d'être perçue comme irresponsable, comme quelqu'un qui faisait passer ses convictions avant le bien-être de l'enfant. Cette idée la blessait profondément, car personne ne semblait comprendre le contraire, que son refus était précisément motivé par l'amour et le sens des responsabilités, par la sollicitude et non par la négligence. Pourtant, sur le papier, sa décision paraissait décontextualisée, réduite à un simple refus. La routine familiale avait changé. Son fils commença à le remarquer. Il demandait pourquoi ces gens-là venaient si souvent, pourquoi sa mère se tendait quand le téléphone sonnait. Elle essayait de le rassurer, souriait, disait que tout allait bien, mais intérieurement, elle était déchirée. Elle devait être forte pour lui, tout en luttant pour ne pas s'effondrer seule. Les nuits s'éternisaient. Allongée dans son lit, elle repassait en boucle chaque détail de l'hôpital, chaque mot prononcé, chaque signature. Elle se demandait si elle aurait pu mieux expliquer les choses, si elle aurait dû accepter davantage de silence, si faire confiance avait été une erreur. Ses pensées s'entrechoquaient sans relâche. Et, au milieu d'elle, surgissaient des questions qu'elle n'aurait jamais cru devoir se poser. Protéger mon fils est-il devenu un crime? La foi est-elle devenue une menace? Ces questions n'étaient pas accompagnées de colère, mais de tristesse. Une tristesse profonde et silencieuse qui s'installe lorsqu'on réalise que des valeurs qui ont toujours semblé légitimes sont désormais traitées avec suspicion. Elle n'a jamais utilisé sa foi pour attaquer qui que ce soit. Elle n'a jamais imposé ses convictions. Elle ne s'est jamais placée au-dessus des lois. Pourtant, elle sentait qu'une chose essentielle était remise en question, son droit d'agir selon sa conscience. À chaque nouvelle visite, elle s'efforçait de rester calme. Elle répondait poliment. Elle donnait des informations. Elle coopérait. Elle ne voulait pas de confrontation. Elle ne voulait pas paraître sur la défensive. Mais, en même temps, elle se sentait mise à nu, comme si sa vie était exposée au regard de tous, morceau par morceau, comme si l'amour maternel devait être mesuré, quantifié, validé par autrui. La peur engendrait aussi la culpabilité. Une culpabilité injuste, mais persistante. La culpabilité d'avoir peut-être mis son fils dans une situation difficile. La culpabilité de ne pas avoir prévu les conséquences. La culpabilité de continuer à croire qu'elle avait bien agi, même si tout autour d'elle semblait dire le contraire. Elle se demandait si elle était égoïste, si elle échouait, si elle aurait dû céder pour éviter cette souffrance. Mais alors, il regarda son fils endormi. Il vit son visage paisible, sa respiration calme, et quelque chose en elle se réorganisa. Il se souvint pourquoi il avait fait ce choix. Il se souvint de qui elle était avant tout cela. Une mère protectrice, une femme qui agit avec conscience, une personne qui croit que l'amour ne se mesure pas à l'obéissance aveugle. Pourtant, la peur ne la quittait pas. Elle marchait à ses côtés. Elle l'accompagnait chaque jour. Elle semblait ralentir le temps. L'incertitude était épuisante. Ne pas savoir ce qui allait arriver. Ne pas savoir jusqu'où cela pourrait aller. Avoir l'impression d'être toujours à deux doigts de perdre quelque chose de précieux. Elle commença à comprendre que la pression ne se limitait pas à une simple intervention médicale. Il s'agissait de limites, de qui décide, et de la place qu'occupe la foi, sans être perçue comme une menace. Et cette prise de conscience, loin de la soulager, ne fit qu'alourdir le fardeau. Malgré tout, elle continua.
Non par entêtement, mais parce qu'abandonner reviendrait à renier tout ce qu'elle avait toujours considéré comme essentiel. Elle continua de répondre, d'accueillir, d'attendre, avec peur, certes, mais aussi avec un courage silencieux, celui qui n'est non de l'absence de peur, mais de la décision de ne pas la laisser définir qui l'on est. Au final, la question demeurait, résonnant sous toutes ses formes, à chaque visite, à chaque nuit blanche, quand la protection est-elle devenue suspecte, et quand la foi a-t-elle commencé à être perçue comme un danger? L'affaire, qui jusque-là semblait confinée aux murs de la maison et aux rapports administratifs, commença à échapper au contrôle silencieux des institutions. D'abord discrètement, presque imperceptiblement. Un commentaire par-ci, un coup de fil par-là. Des contacts empreints non pas d'accusation, mais d'écoute. Un avocat spécialisé en droit de... La famille demanda à mieux comprendre la situation. Il ne parla pas de confrontation, mais de contexte. Il ne parla pas d'attaque, mais de garantie légale. Peu après, une association de défense des droits humains et de la liberté de conscience s'est intéressée à l'affaire. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un simple incident isolé entre une mère et un hôpital, mais du signe d'un problème plus profond, d'une tension croissante entre les protocoles institutionnels et des choix personnels, éclairés. Elle a alors entrepris d'analyser les documents, les enregistrements du refus, l'absence d'urgence immédiate et la coopération de la mère. Progressivement, la perception de l'affaire a évolué. Un médecin dissident, fin connaisseur des rouages du système, décida de prendre la parole. Lors d'entretiens confidentiels, il expliqua que le refus conscient est prévu, reconnu et fait l'objet de débats au sein même de la déontologie médicale, que refuser une intervention ne signifie pas abandonner, que le devoir du professionnel est d'informer, de consigner les faits et de rechercher des alternatives chaque fois que cela est possible. Ces paroles apportèrent une nuance qui semblait jusqu'alors absente. La presse locale a commencé à s'intéresser à l'affaire, non pas avec des titres sensationnalistes, mais avec des questions dérangeantes. Pourquoi les services sociaux avaient-ils été mobilisés si rapidement? Où était le danger immédiat pour l'enfant? Pourquoi une mère, coopérative, présente et responsable, était-elle considérée comme une menace potentielle? Ces questions dépassaient le cadre de ce cas particulier et soulevaient des préoccupations sociétales plus générales. D'autres familles ont commencé à témoigner, certaines anonymement, d'autres en révélant leur nom et leur visage. Elles ont rapporté des expériences similaires, des décisions médicales remises en question, des convictions bafouées, la peur de parler, la peur de contredire, la peur de perdre, la garde de leurs enfants pour avoir exercé leur droit à l'objection de conscience. Ce qui semblait autrefois une exception s'est révélé être un phénomène silencieux, peu évoqué, mais profondément ressenti. Des experts en bioéthique ont participé au débat. Ils ont réaffirmé un point essentiel. Le refus conscient n'est pas synonyme de négligence. L'abandon est une absence, un désintérêt, une omission. Or, tel n'était pas le cas ici. La mère était présente tout au long de la consultation. Elle a écouté, posé des questions, assumé ses responsabilités et cherché des solutions alternatives. L'éthique médicale, ont-ils rappelé, vise précisément à concilier technique et humanité, science et dignité. Le débat a explosé. D'un côté, la protection de l'enfance, une valeur fondamentale et inaliénable. De l'autre, la liberté de conscience, le droit de décider selon ses valeurs personnelles, surtout en l'absence d'urgence vitale. Entre les deux, une ligne de démarcation subtile qui exige du discernement, non de l'automatisme. Elle requiert une évaluation au cas par cas, et non des réponses standardisées. On nous a rappelé que la médecine n'est pas qu'un ensemble de procédures. C'est une pratique humaine, et la dignité familiale ne saurait être sacrifiée au nom de l'efficacité. Prendre soin, ce n'est pas seulement intervenir. Parfois, prendre soin, c'est respecter le temps, le contexte et la conscience. Grâce à ces témoignages, le récit a commencé à évoluer. La mère n'était plus simplement perçue comme celle qui a refusé. Elle a commencé à être considérée comme celle qui soulevait une question certes dérangeante, mais nécessaire. Non plus comme un risque automatique, mais comme un cas complexe. Un cas qui exigeait de la réflexion, et non la simple application d'un protocole. La pression institutionnelle a commencé à céder la place au débat public. Les rapports ont été remis en question. Les procédures ont été révisées. Le silence a fait place à la discussion. Et, pour la première fois depuis le début, la mère a ressenti autre chose que de la peur.
Elle a senti qu'elle n'était plus seule. Elle restait inquiète, bien sûr. La procédure était toujours en cours. Rien n'était officiellement terminé. Mais à présent, des voix s'élevaient autour d'elle, réaffirmant ce qu'elle avait toujours su, mais qui semblait hors de propos dans les formalités. Agir selon sa conscience n'est pas un crime. Protéger un enfant peut prendre de nombreuses formes. La foi, vécue, avec responsabilité, n'est pas une menace. L'affaire ne la concernait plus seulement. Elle était devenue le reflet d'un conflit plus vaste, qui touchait les hôpitaux, les écoles, les familles et les tribunaux. Un conflit entre le besoin légitime de protéger les enfants et le respect, tout aussi légitime, de la liberté de conscience. Entre la médecine comme contrainte et la médecine comme soin. Et à ce moment-là, quelque chose de fondamental avait changé. L'histoire n'était plus une question de suspicion. Il était question de limite, d'équilibre, de jusqu'où l'État peut aller lorsqu'une mère dit non, et pourquoi. Au final, alors que les mots durs avaient déjà été prononcés, que les rumeurs circulèrent déjà, que la peur s'était déjà installée dans leur cœur, une vérité demeurait intacte. Cette mère n'avait pas abandonné son fils. À aucun moment elle ne lui avait tourné le dos. Il n'avait jamais été absent. Elle était là, depuis ses premiers pas dans le couloir froid de l'hôpital, jusqu'aux nuits blanches passées à veiller sur lui, s'assurant qu'il ne manque de rien. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas baisser les bras, c'est assumer ses responsabilités. Elle a agi en toute responsabilité, selon sa conscience. Il n'a pas laissé cette responsabilité au hasard, ni ne l'a abandonnée par commodité. Tu n'as pas choisi la facilité. Elle a choisi celle qu'elle estimait la plus fidèle au rôle qu'elle endosse depuis qu'elle est devenue mère. Un rôle qui ne se limite pas à obéir au ordre, mais qui consiste à discerner, à évaluer et à protéger, même à contre-courant. Tout au long de ce processus, il est devenu évident que le conflit n'était pas seulement d'ordre médical. Il était humain, il était éthique, il était profond. Dans un monde de plus en plus rapide, où les décisions sont standardisées et les différences perçues comme des anomalies, cette mère a osé nous rappeler une vérité essentielle. Prendre soin des autres n'est pas un acte mécanique, c'est un engagement qui engage le corps, l'esprit et la conscience. Et aucune de ces dimensions ne peut être négligée sans conséquence. Elle n'a pas nié la science, elle n'a pas ignoré les connaissances médicales, elle n'a pas attaqué les professionnels. Au contraire, elle a écouté, posé des questions et dialogué. Ce qu'elle a rejeté, c'est l'idée que l'obéissance aveugle soit la seule façon d'aimer un enfant. Elle a rejeté la notion que la responsabilité se mesure uniquement à la soumission au protocole. Elle a rejeté la logique selon laquelle la foi, lorsqu'elle est silencieuse et responsable, devrait automatiquement être perçue comme une menace. Ce récit révèle une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, la frontière ténue qui existe entre protection et contrôle, entre bienveillance et imposition, entre sécurité et peur. Lorsque cette frontière est franchie, ce n'est pas seulement la mère qui souffre, c'est la confiance sociale qui s'effondre, la dignité familiale qui est mise à mal, et la notion même de liberté de conscience qui est menacée. Protéger, ce n'est pas obéir aveuglément. Protéger, c'est penser, ressentir, décider. Prendre soin, ce n'est pas faire taire sa conscience pour éviter les problèmes. Prendre soin, c'est aussi respecter la foi lorsqu'elle s'exprime de manière responsable, sans violence, sans imposition, sans abandon. Prendre soin, c'est reconnaître que toutes les décisions ne se conforment pas à des formulaires et que l'humanité ne saurait se réduire à de froids codes. Cette mère ne cherchait ni les applaudissements, ni la reconnaissance. Elle voulait simplement continuer à être une mère sans être traitée comme une suspecte, continuer à protéger son fils sans être perçue comme un danger, continuer à vivre sa foi sans être surveillée. Ce faisant, elle a soulevé une question qui résonne bien au-delà de Strasbourg. Où s'arrête le droit de protéger et où commence l'abus de pouvoir? Des histoires comme celle-ci ne sont pas faites pour diviser, mais pour faire réfléchir, pour nous rappeler que dire non n'est pas toujours irresponsable, que refuser n'est pas toujours un abandon, que la foi n'est pas toujours de l'extrémisme. Parfois, il s'agit simplement de prise de conscience, et la prise de conscience ne devrait jamais être considérée comme un crime. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires. La conscience n'est pas un danger. Laissez un j'aime pour soutenir les histoires vraies qui soulèvent des questions nécessaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Maintenant, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.